Écoutez cette histoire jusqu'au bout, pas pour être d'accord, mais parce qu'une fois que vous l'aurez entendue, il sera difficile de faire comme si elle n'existait pas. En un peu plus de 3 ans, le Burkina Faso a planifié et construit plus de routes asphaltées que durant plus d'un demi-siècle sous encadrement français. Cette phrase n'est pas faite pour impressionner, elle est faite pour déranger, parce que si elle est ne serait-ce que partiellement vraie, alors tout un système de croyances commence à se fissurer. Le développement, l'aide, le contrôle et surtout l'idée profondément ancrée que certains pays doivent attendre la permission pour avancer. Nous ne parlons pas ici d'un débat historique. Au 10 janvier 2026, c'est une expérience vivante, visible dans le béton, dans l'asphalte, dans le travail humain. Sous les yeux du monde, les critiques parlent de propagande, les partisans parlent de libération, les observateurs sérieux parlent d'autre chose, d'une rupture directe avec les anciennes règles. Avant septembre 2022, le Burkina Faso était décrit dans les cercles politiques comme un État structurellement contraint, enclavé, riche en ressources, chroniquement sous-développé. Ce langage semblait neutre, non, il ne l'était pas. Derrière ces mots se cachait une réalité brutale. Environ 15 000 km de route, à peine 3 600 km asphaltés, un héritage de plus de 60 ans de développement sous dépendance, en moyenne 55 à 60 km pavés par an, des régions entières coupées pendant la saison des pluies, une économie ralentie par la boue et pour l'armée, une conséquence encore plus grave, l'immobilité. À l'horizon de 2022, 35 à 40% du territoire était incontesté par des groupes armés. Les routes n'étaient plus seulement un problème d'infrastructure, elles étaient devenues une faiblesse stratégique. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré est entré en scène et à partir de là, les conséquences allaient dépasser largement la question des routes. Vous pouvez déjà sentir la tension monter, dites-le en commentaire. Est-ce du développement ou une remise en cause du système ? Le modèle ancien proposait toujours la même solution. Des prêts, si le pays voulait 100 km de route, il devait demander et quand l'argent arrivait, il arrivait avec des conditions. Les contrats allaient à des entreprises étrangères. Les ingénieurs venaient de l'extérieur, les machines aussi, et une grande partie de l'argent repartait exactement d'où il venait. En Afrique de l'Ouest, pas vers 1 kilomètre de route coûtait entre 700 000 $ et plus d'1 million selon le terrain. Selon les risques sécuritaires, mais surtout selon un système conçu pour extraire, pas pour enraciner. En 2022, le constat était clair, le Burkina Faso n'était pas pauvre par manque d'efforts, il était pauvre parce que son développement était externalisé. C'est là que la rupture s'est préparée. Quand Ibrahim Traoré consolide le pouvoir après le 30 septembre 2022, beaucoup s'attendent au scénario habituel. Hésitation, sanction, isolement, puis concession. C'est ce que les récits dominants attendent des gouvernements militaires. Mais le pays choisit autre chose. Une idée simple, presque insultante pour l'ancien système. Une route n'est pas un luxe, c'est une arme. Sans route, une armée ne se déplace pas. Sans route, les paysans ne vendent pas. Sans route, l'État n'existe pas au-delà de sa capitale. Ce n'était pas de la théorie, c'était une question de survie. Au lieu d'annoncer une nouvelle conférence de donateurs, une décision choc alliés et critique, l'État deviendra le constructeur. Pas d'intermédiaire, pas de contrat gonflé, pas de dépendance aux conglomérats étrangers. Début 2024, une scène marque un tournant. Plus de 900 machines lourdes sont dévoilées publiquement, bulldozers, niveleuses, excavatrices, compacteurs, valeur estimée entre 220 et 260 millions de dollars. Les noms sur les machines sont connus, mais le message est clair, ce n'est pas de l'aide, ce n'est pas un prêt, c'est un achat. Les machines sont financées par des fonds publics, placés sous contrôle national et confiés non pas à des entreprises privées, mais au génie militaire. C'est ici que tout bascule. Un soldat ne construit pas des marges bénéficiaires. Un soldat n'abandonne pas un chantier pour cause d'insécurité. Il construit pendant que le périmètre est sécurisé. À ce stade, une question s'impose. Est-ce encore du développement ou déjà autre chose ? Le changement n'a pas été progressif. Il a été structurel. Dès que le génie militaire prend le contrôle des chantiers, les chiffres cessent d'être abstraits. Ils deviennent comparables. Et cette comparaison dérange. Selon
Selon des estimations internes relayées par des analystes régionaux, 1 kilomètre de route asphaltée construit par le génie militaire avec des intrants locaux coûte entre 250 000 et 315 000 $. Face aux 800 000 à 1 million du modèle traditionnel, même les évaluations les plus prudentes parlent d'une réduction de 60 à 70%. Ce n'est pas une optimisation, c'est une rupture, mais Ibrahim Traoré le sait, les machines ne bâtissent pas un État, les peuples, si. C'est là que l'expérience devient profondément inconfortable pour les observateurs extérieurs, parce qu'en 2024 et 2025, quelque chose de rare se produit, les civils ne regardent plus les chantiers. Ils y entrent dans les quartiers urbains, sur les axes ruraux, des citoyens mélangent le ciment, moulent des blocs, assistent les équipes militaires, des étudiants pendant les vacances, des agriculteurs pendant la saison sèche, des femmes organisant la logistique, des enfants découvrant le travail civique comme un service, pas comme une sanction. Ce n'est pas symbolique, c'est opérationnel. À la mi-2025, des estimations non officielles évoquent plus de 45 000 civils ayant participé directement à des travaux d'infrastructure dans les zones pilotes. Sur site, les ingénieurs militaires et les fonctionnaires forment. Les mains non qualifiées deviennent des équipes fonctionnelles. Les critiques parlent de méthodes primitives, les soutiens parlent d'appropriation. Mais une chose est indéniable. Pour la première fois depuis des décennies, les routes du Burkina Faso ne sont pas des cadeaux. Elles sont construites par ceux qui marcheront dessus, cultiveront à côté et les défendront. Traoré appelle cela une forme de guerre psychologique. Le message est brutal, personne ne viendra vous sauver. Et paradoxalement, ce message galvanise. Fin 2025, plusieurs centaines de kilomètres sont achevés ou en construction active à tout moment. Les chiffres exacts sont débattus, mais un fait s'impose même aux sceptiques. Le rythme a changé définitivement. Ce qui prenait des décennies se mesure désormais en mois. Et à ce stade, la question n'est plus seulement celle des routes. Elle devient politique. Arrêtez-vous une seconde. Si vous étiez citoyen, resteriez-vous simple spectateur? À ce stade, les routes cessent d'être une question technique. Elles deviennent une question de souveraineté. Car quand le rythme change, les effets ne restent jamais confinés au béton. Il se propage, il touche la manière dont un État se perçoit et surtout dont il est perçu par ses propres citoyens. Pour Ibrahim Traoré, l'asphalte n'est jamais présenté comme une fin. C'est un vecteur, un moyen de relier des zones isolées, oui, mais surtout de reconnecter la population à l'idée même d'État. Fin 2025, les chantiers ne modifient pas seulement les axes routiers, ils modifient les flux. Le commerce reprend sur des corridors longtemps impraticables, les temps de transport se réduisent, les convois militaires cessent d'être prisonniers des saisons. Ce détail est crucial. Parce que dans un pays où une partie du territoire était contestée, la mobilité n'est pas un luxe administratif, c'est une condition de contrôle. Mais le changement le plus profond n'est pas visible depuis un satellite. Il se produit à hauteur d'homme. Pendant des décennies, le citoyen burkinabé a été conditionné à une attente passive. Les projets venaient d'en haut ou de l'extérieur, toujours après des promesses, toujours avec des délais. Cette fois, le chantier est là, devant la maison, dans le quartier, et l'État n'est plus une abstraction lointaine, il est présent. Physique, imparfait, mais tangible. Ce glissement est dangereux pour les anciens équilibres, parce qu'un État qui agit directement n'a plus besoin de justifier son existence par des discours, il la démontre. Les autorités locales, autrefois paralysées par l'attente des bailleurs, se retrouvent exécutantes. Les communautés, longtemps exclues des décisions, deviennent partie prenante. La frontière entre gouvernés et gouvernants commence à se brouiller. Ce n'était pas une révolution idéologique, c'est une révolution procédurale. Et c'est précisément ce qui inquiète, car un modèle fondé sur l'action visible est difficile à discréditer par des narratifs abstraits. On peut contester des intentions, on peut attaquer des discours, mais il est plus difficile de nier une route qui existe. À ce moment précis, l'expérience burkinabé cesse d'être locale, elle devient observée, étudiée, comparée, et c'est là que les conséquences commencent à dépasser les frontières. C'est à ce moment que l'initiative prend un nom et qu'elle change d'échelle. Et Faso Mayabo, construire la patrie, lancé officiellement fin 2024, le programme n'est pas présenté comme un projet gouvernemental classique. Il est formulé comme un devoir collectif, une responsabilité partagée, presque une obligation morale. Routes, trottoirs, système de drainage,
pavages urbains. Des éléments souvent invisibles dans les discours politiques deviennent centraux dans la vie quotidienne. Dans la capitale Ouagadougou, la phase pilote démarre sans cérémonie spectaculaire, pas de promesses grandiloquentes, juste des chantiers. Fin 2025, entre 12 et 15 km de routes urbaines sont pavées ou réhabilitées sous ce modèle. À l'échelle américaine, ces chiffres paraissent modestes. À l'échelle de quartiers qui n'avaient jamais vu d'asphalte, ils sont transformateurs. Des écoles deviennent accessibles, des cliniques cessent d'être isolées, des marchés reprennent vie. Mais les chiffres, encore une fois, ne disent pas l'essentiel. Ce qui attire l'attention à l'intérieur du pays comme dans les discussions africaines, ce sont les visages, des femmes âgées offrant des sacs de ciment achetés sur leurs propres économies, des mères transportant des matériaux dans des véhicules privés, des chefs communautaires organisant des rotations de volontaires. Une image circule largement, une femme de plus de 80 ans remet 2 sacs de ciment. Elle dit simplement qu'elle ne peut pas rester inactive pendant que son pays se reconstruit. Ce n'est pas mise en scène et c'est précisément pour cela que c'est contagieux. À la mi-2025, des organisations civiques estiment que des dizaines de milliers de citoyens ont contribué, soit par le travail, soit par des matériaux, soit par un soutien logistique. Les jeunes affluent pendant les vacances scolaires. Les étudiants universitaires rejoignent les équipes techniques. Des volontaires de la défense forment les civils aux bases de la construction. La frontière entre l'État et le citoyen se brouille, pas par décret, par pratique. Traoré insiste sur un point, une infrastructure construite pour le peuple ne sera jamais défendue comme une infrastructure construite par le peuple. Les routes issues d'un effort collectif sont moins sabotées, moins abandonnées, mieux entretenues. La fierté civique devient une forme d'assurance. Les conséquences économiques suivent. En utilisant du gravier local, du ciment produit sur place et une main-d'œuvre nationale, l'argent circule à l'intérieur du pays. Il ne s'évapore plus dans des contrats étrangers. Des analystes estiment que chaque kilomètre construit sous Faso-Mayabo conserve entre 50 et 65% de valeur supplémentaire dans l'économie nationale. De petits fournisseurs émergent. Des transporteurs trouvent du travail, des jeunes acquièrent des compétences transférables. Les critiques ne disparaissent pas, elles se déplacent. Qualité, durabilité, capacité à maintenir l'élan. Traoré répond sans détour, les normes sont non négociables, les équipes qui échouent sont exclues. La durabilité n'est pas une question d'enthousiasme, mais de responsabilité. Mais l'impact le plus profond reste invisible au bilan comptable. Pendant des décennies, beaucoup ont intégré une idée simple et corrosive. Le développement vient d'ailleurs, de Paris, de Washington, de Pékin ou des institutions financières. Faso-Mayabo fracture cette croyance, construire devient un acte politique, couler du béton devient une déclaration de souveraineté. Et à partir de là, l'expérience burkinabé cesse définitivement d'être un simple programme d'infrastructure, elle devient un signal. C'est précisément à ce moment que le regard extérieur change, pas publiquement, mais stratégiquement. À Washington, à Bruxelles, dans les cercles qui façonnent les récits sur l'Afrique, la montée d'Ibrahim Traoré est d'abord classée selon des catégories familières, prise de pouvoir militaire, suspension démocratique, risque sécuritaire. Ce cadrage domine encore les communiqués officiels, mais sous cette surface, une réévaluation silencieuse est en cours, car une vérité dérangeante s'impose aux analystes sérieux. L'infrastructure, c'est du pouvoir. Les déroutes déterminent la logistique, le commerce, la sécurité et surtout la légitimité politique. L'histoire américaine le démontre sans ambiguïté. Le système autoroutier inter-État n'a pas seulement relié des villes, il a unifié un pays économiquement et stratégiquement. Vu sous cet angle, la stratégie de Traoré cesse d'apparaître improvisée, elle devient calculée. Ce qui inquiète réellement, ce n'est pas que des routes soient construites, c'est la manière dont elles le sont. En rejetant le modèle de développement centré sur les prêts promu depuis des décennies par le FMI et la Banque mondiale, le Burkina Faso teste une alternative dangereuse pour l'ordre établi, moins de dettes, moins de dépendance, moins de leviers externes. Chaque kilomètre construit sans prêt réduit un mécanisme de pression traditionnel. Chaque chantier sans entreprise étrangère affaiblit une chaîne d'influence bien rodée. Les questions posées à Washington ne sont pas aussi
hostiles. Elles sont anxieuses. La qualité peut-elle tenir à grande échelle? Un modèle militarisé peut-il coexister durablement avec une gouvernance civile? Et surtout, cet élan peut-il survivre à une transition de leadership? Ce sont les mêmes interrogations que les États-Unis se posaient durant leur propre période de mobilisation nationale au XXe siècle. L'histoire se répète rarement à l'identique, mais elle rime souvent. La Chine est fréquemment mentionnée dans les discussions, mais Traoré insiste sur une distinction clé: transaction, pas tutelle; achat, pas aide; propriété, pas dépendance. Ce détail est fondamental, il signale un refus clair de remplacer un patron par un autre. Dans le Sahel, les regards sont encore plus attentifs. Le Mali, le Niger, les partenaires de l'Alliance des États du Sahel observent. Ils évaluent. Si le génie militaire peut livrer des infrastructures fiables à une fraction du coût, alors tout un modèle régional pourrait basculer. Les entreprises étrangères cesseraient d'être le choix par défaut. Et pour beaucoup, c'est là que réside le véritable danger du précédent burkinabé. Pas dans ce qu'il proclame, mais dans ce qu'il prouve. À la fin de 2025, une conséquence inattendue commence à émerger, silencieuse, mais profondément déstabilisante. Ce qui avait débuté comme une stratégie d'infrastructure s'est transformé en redistribution du pouvoir. Pouvoir politique, pouvoir psychologique, pouvoir symbolique. Dans les récits dominants sur l'Afrique, là, la légitimité est censée venir des élections, des reconnaissances internationales ou des endorsements extérieurs. À Burkina Faso, cette logique est inversée. La légitimité commence à venir de ce qui est visible, de ce qui peut être touché, des routes qui apparaissent en quelques mois, des quartiers qui changent sans attendre une décennie, des soldats et des civils travaillant côte à côte, sans intermédiaire. Cette visibilité modifie l'équilibre interne, les administrateurs locaux n'attendent plus des autorisations lointaines, ils exécutent. Les communautés, autrefois réduites au rôle de bénéficiaires passifs, deviennent actrices. L'État cesse d'être une abstraction administrative, il devient présent, physique et donc jugé. Mais le véritable basculement se produit à l'international. Chaque projet achevé sans prêt affaiblit un levier historique des institutions globales. Chaque kilomètre construit sans contractant étranger fissure le récit selon lequel le pays ne peut pas fonctionner seul. Ibrahim Traoré n'annonce pas une nouvelle idéologie, il en fait la démonstration. Et dans les systèmes de pouvoir, la démonstration est toujours plus dangereuse que le discours. Début 2026, certains analystes cessent de parler de Traoré uniquement comme d'un chef militaire. Ils commencent à le décrire comme un symbole, non pas de perfection, mais de possibilité. Pour ses partisans, il incarne la rupture avec la dépendance structurelle. Pour ses critiques, il représente une variable imprévisible dans un ordre mondial soigneusement calibré. Dans les deux cas, le centre de gravité a bougé. Des routes autrefois synonymes de retard deviennent des instruments d'attraction politique. Un pays longtemps considéré comme périphérique force son entrée dans les débats régionaux et dans le langage discret du pouvoir. C'est ainsi que l'on reconnaît un véritable tournant. Quand on ne peut plus ignorer, quand on ne peut plus minimiser, quand on doit réévaluer. À ce stade, la question n'est plus de savoir si l'expérience dérange, mais jusqu'où ces ondes de choc vont se propager. Au 10 janvier 2026, le Burkina Faso se tient à un point rare de l'histoire. Pas parce que tous les problèmes ont été résolus, mais parce qu'une autre trajectoire a été rendue visible. Sous Ibrahim Traoré, les routes ont fait plus que relier des villes. Elles ont reconnecté le travail à la dignité, l'effort collectif à la légitimité et l'État à ses citoyens. L'asphalte est devenu une preuve, la participation, une forme de pouvoir. Ce récit n'est pas celui de la perfection, il est celui d'une direction assumée. Un pays longtemps défini par la dépendance a choisi la construction plutôt que la plainte, la souveraineté plutôt que la permission, des agriculteurs, des soldats, des maires, des étudiants. Ils n'ont pas attendu qu'on les sauve, ils ont bâti. Et ce faisant, le Burkina Faso a transformé quelque chose de plus profond que ses infrastructures. Il a changé la manière dont il se voit et lentement, mais sûrement, la manière dont le monde le regarde. Dans les discussions africaines, une phrase attribuée à Traoré revient souvent. Nous ne demandons pas la permission d'être libres, nous nous levons pour la prendre. Qu'on l'admire ou qu'on le conteste, ce moment marque une rupture. Quelque chose d'irréversible a commencé
avancer parce qu'une fois qu'un peuple a fait l'expérience de sa propre capacité à construire, il n'oublie plus. Si cette histoire vous interpelle, ne la consommez pas en silence. Interrogez-la, discutez-la, partagez-la, car au-delà du Burkina Faso, la vraie question demeure, et si le principal obstacle n'avait jamais été la capacité, mais le contrôle, l'histoire est en cours, et ceux qui la suivent aujourd'hui comprendront demain pourquoi elle comptait.